En tant que travailleur autonome, on en a parlé un petit peu tantôt, là, que de la difficulté justement à se tailler une place, à se faire connaître, mais aussi à faire reconnaître ses services. Est-ce que tu aurais des trucs, des essentiels à partager à ceux qui seraient tentés de se tourner vers une pratique autonome? Oui, mais je pense que le mot principal, là, c'est vraiment d'oser. D'oser Oui. contacter, bon, de contacter des ressources, de le dire qu'on offre des services et tout ça. Puis sinon, une bonne façon de se faire connaître, c'est d'aller à des formations, d'aller à des colloques, d'aller à des congrès, d'assister à des groupes de co-développement, par exemple, comme il y a au RIMAS, mais vraiment de ne pas rester seul, en fait, dans sa pratique, là, puis Mhm. d'oser contacter des milieux, d'autres aussi personnes qui sont en pratique privée. Ça, c'est quelque chose peut-être qui serait super intéressant éventuellement, mais de faire un genre de groupe là, d'intervenants en pratique privée en délinquance pour Et partager ses réalités, partager ses défis, partager ses cas aussi, un genre de groupe d'intervision, mais vraiment spécialisé en délinquance. Mais je pense qu'il y a vraiment plein de façons de se faire connaître, mais l'important, c'est de ne pas rester seul là-dedans. Là. oui, exactement. Mhm. Par rapport justement aux autres intervenants, aux organismes, etc., j'imagine que vous devez également imposer vos limites. En quoi est-ce que ça consiste exactement? Et c'est sûr, ça peut prendre plusieurs formes, là, mais par exemple, je pense que ça revient au fait de se rappeler que comme, par exemple, moi, comme sexologue, psychothérapeute, mais j'ai pas une expertise là, dans tout. Je peux pas tout connaître autant sur la clientèle enfant, sur la clientèle ado, sur la clientèle adulte, personnes Mhm. âgées, tout ça. Donc, de se ramener au fait qu'on ne peut pas avoir une expertise dans tout, puis de savoir référer, en fait. Comme par exemple, moi, je n'accepte pas de suivi, puis malheureusement, là, parce que c'est vraiment un besoin présent, mais je n'accepte pas de suivi avec des clients qui ont un diagnostic DI-TSA, donc déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l'autisme. Puis j'accepte pas non plus d'évaluation avec ces clientèles-là parce que c'est pas une clientèle avec laquelle je suis formée. En fait, je sens pas que j'ai assez d'outils, que j'ai assez de connaissances. Donc, pour moi, c'est comme ça que je mets ma limite. Aussi de dire, ben écoutez, on peut, si on rencontre un client une première fois, puis qu'on se rend compte que ça ne correspond pas à notre pratique, ses attentes ne correspondent pas à notre pratique, ses besoins ne correspondent pas à notre pratique, Mhm. mais de référer, de dire, écoutez, je vous entends, puis tout ça, mais je ne pense pas être la bonne personne pour vous aider. Je vais vous aider à trouver quelqu'un peut-être de plus outillé. Ouais. D'accepter qu'on a nos limites, là, c'est super important. Euh, c'est ça. Il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire, mais là, j'ai un petit blanc de mémoire, mais ça va probablement revenir. On Mais pourrait revenir. de savoir référer, de savoir justement qu'est-ce qu'on est à l'aise d'accepter, qu'est-ce qu'on n'est pas à l'aise d'accepter comme suivi, Mhm. tout ça. De se respecter là-dedans, là. Oui, vraiment, c'est super important parce que aussi, il y a le fait que si on accepte des suivis qui vont un peu de tout bord, tout côté, mais après ça, faut faire des lectures face à ça, il faut aller en supervision face à ça et tout ça. Donc, ça Oui. peut être un peu overwhelming, si je peux dire. Oui, ça devient trop, là. Oui, ça peut devenir trop, puis là, on ne sait plus où donner de la tête. Donc, des fois, pas de rester avec juste un type de clientèle et tout ça, parce que ça peut être un peu suffocant, mais de dire, OK, ben moi, j'apprécie ce genre de suivi-là. Je sais que je me Mhm. sens à l'aise avec ce genre de suivi-là, donc je vais prioriser ces suivis-là. Puis, je vais peut-être refuser d'autres suivis qui sont moins dans mes préférences ou dans mon champ d'intérêt professionnel. Mhm. Exactement. Oui. Puis, comme on en parlait aussi tantôt des documents officiels qui sont importants à recevoir des donneurs de services, est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi ces documents servent, puis c'est quoi leur importance justement dans votre pratique? Oui, tantôt, je parlais plus dans un contexte d'évaluation, mais là, je vais peut-être Mhm. répondre un peu plus dans un contexte de suivi. Donc, puis je vais peut-être donner un- une petite tranche de vie professionnelle, mais avant, j'étais un peu plus lousse là-dessus. Donc, quand j'ai commencé à faire plus de pratiques privées avec des auteurs, là, j'étais un peu plus lousse là-dessus. Puis, je le disais, ah, il va me le falloir, il va me le falloir, mais des fois, ça s'étirait, ça s'étirait.
Puis à un moment donné, j'avais parlé à l'avocat, puis pour me rendre compte que le client que je rencontrais ne m'avait vraiment pas dit l'ampleur là, OK. des, des charges auxquelles il faisait face. Donc, il m'avait parlé d'un dossier. Finalement, il y avait comme 5 dossiers dans différentes villes, différents secteurs. Donc, c'est sûr que maintenant, je suis vraiment plus sévère là-dessus. Donc, quand je rencontre une personne là, qui est en processus judiciaire ou que justement quelqu'un qui a commis des délits sexuels, bien, je vais demander, OK, j'ai besoin de ton plumitif, donc de ses antécédents. Puis j'ai besoin aussi, par exemple, de savoir bien, qu'est-ce qui s'est passé, là, les documents policiers, si la personne les a. Donc, je te dirais que ça va être surtout ces documents-là que je vais demander en termes de suivi. Mais pour vraiment savoir, OK, qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Est-ce que je suis avec quelqu'un que c'est sa première fois qu'il commet un délit ou je suis avec quelqu'un qui a commis plein de délits auparavant, qu'il y a plein de causes en cours puis que je ne le sais pas réellement, là. Donc, c'est pas pour juger la personne, vraiment pas. C'est pas pour dire, oh mon Dieu, c'est tellement intense. C'est juste pour, OK, ben, je vais ajuster mon traitement aussi, là, au Exact. niveau, tu sais, le modèle RBR qui est risque, besoin, réceptivité, bien, quelqu'un qui a un plus haut risque de récidive, niveau de risque de récidive, on va offrir une plus grande intensité de suivi. Mhm. Quelqu'un qui a un plus faible risque, mais on va offrir probablement une intensité de suivi qui est moindre. Donc, de Mhm. savoir ça aussi dans notre tête, de savoir qu'avec cette personne-là, est-ce qu'on a des besoins qui vont s'étirer sur 3 ans ou on a des besoins qui vont s'étirer peut-être sur une année en Oui. termes de suivi. Donc, vraiment, pouvoir avoir une idée un peu plus claire là, de la situation de la personne qu'on reçoit. Puis bien adapter le traitement à la personne, mais également pouvoir, Oui. toi aussi, te faire un horaire là-dedans de suivi, exactement, là. Ouais. Oui. Puis, c'est aussi simple aussi que juste comment je peux le dire? Notre image professionnelle, là, honnêtement, moi, cette fois-là que j'avais parlé à l'avocat, puis que je m'étais rendu compte que je ne connaissais pas du tout l'ampleur du dossier de la personne, je ne m'étais pas très bien sentie. Je m'étais sentie un petit peu Ouais. comme si j'avais manqué, comme si j'avais passé au-de, comme si j'avais pas assez mis d'accent sur ces documents-là que j'avais besoin. Mais ça m'a permis d'apprendre. Puis maintenant, je suis plus stricte face à ça. Puis Mhm. bien, pour la deuxième rencontre, il va me falloir ces documents-là. Donc, je vais vraiment mettre un délai qui est plus serré là, Puis dans ces qu'est-ce que, demandes. dans le cas où le client te l'apporterait pas à la rencontre suivante, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je pense que ça serait du cas par cas, mais j'aurais tendance à dire que je dirais peut-être, mais écoutez, je vais vous demander de me les envoyer, puis une fois que je vais les avoir reçus, je vais vous rappeler pour fixer la troisième rencontre. OK. Donc, de ne pas fixer d'emblée une autre rencontre pour ne pas Mhm. étirer nécessairement. Puis, je pense qu'il faut toujours se rappeler ça aussi, des fois, avec les auteurs d'infractions sexuelles, mais c'est une transgression de limites. Donc, c'est Oui, important dans le suivi thérapeutique d'établir des limites qui sont claires, de les respecter, de les faire oui, respecter. Donc, exactement. euh, pour ne pas que la dynamique se reproduise en thérapie, en fait, là, Mhm. la dynamique de transgression de limite. Donc, c'est pour ça que je vais être vraiment plus stricte. Puis si la personne ne me les envoie pas, bien, je ne la reverrai pas, la personne. C'est dommage, mais j'en ai besoin. J'en ai Oui. besoin. Puis si elle ne les a pas, puis qu'elle me dit, ben écoute, je ne les ai pas encore, mais d'ici 2 mois, je te les donne. OK, on peut prendre une entente, mais je vais Mhm. l'inscrire clairement dans mes notes, puis je vais faire un suivi face à ça, là. Oui, oui, c'est important. Oui. Puis sinon, si on parle un peu de la solitude qui peut parfois se faire ressentir chez les travailleurs autonomes, les praticiennes privées, comment est-ce que toi, tu vis ou comment est-ce que justement tu réussis à passer outre ça? Oui, ben, je vais vraiment répondre pour moi parce que je pense que c'est du cas par cas, mais honnêtement, moi, cette solitude-là, je la ressens pas tant que ça. Parce que je vais beaucoup en supervision, honnêtement. Là, ça va faire, ça fait 4 ans et demi que j'ai gradué, sauf que pour moi, la supervision, c'est super important. J'ai un superviseur que j'ai depuis mon bac, donc depuis 2017. Puis je OK. lui parle au moins une fois par mois. Puis je sais que si, par exemple, j'ai une rencontre difficile ou une évaluation difficile, ben, je peux l'appeler, je peux lui Mhm. en parler. Donc pour moi, ça, c'est vraiment une façon de me sentir appuyée dans ma pratique. Il y a aussi l'intervision, là, donc avec des collègues d'intervision. Donc, ça peut être des petits groupes
de 2 ou 3 personnes dans lesquelles on va parler de façon confidentielle, bien évidemment, de notre pratique, mais pour s'aider, pour s'outiller, pour s'appuyer. Puis moi, une façon que j'ai pris aussi de briser l'isolement un peu, là, puis peut-être la solitude, mais je m'implique quand même beaucoup dans différents projets, que ce soit avec des collègues, tout ça, comme classe. Je vais beaucoup dans des formations. J'ai quand même mes collègues de travail au bureau que je ne vois pas chaque jour, mais que je vois peut-être 1 ou 2 fois par semaine, mais je suis super contente de les voir. Donc, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose que je ressens, mais je crois que pour les gens qui le ressentiraient plus, ça serait important de trouver des moyens, là, que ce soit d'aller dans un bureau qui a plus de collègues qui sont souvent présents, d'aller dans des groupes de co-développement, Ouais. l'inclusion, que ça soit, ou sinon d'avoir un emploi à temps partiel, comme 5-10 heures par semaine, mais pour avoir des collègues, pour avoir le sentiment d'appartenance. Il y a vraiment plein de moyens pour briser ce sentiment de solitude-là. Il faut juste trouver lesquels qui s'appliquent à soi-même. Oui, tout à fait. Puis toi, tu as réussi à trouver ces moyens-là, justement, dès le début de ta pratique. Donc, ça fait en sorte, justement, que la solitude, comme tu dis, tu la ressens pas tellement. Oui, puis je pense que le fait aussi que j'ai travaillé à des endroits avant, donc je me suis fait des collègues, je me suis fait des Oui. amis qui travaillent dans le milieu, j'ai encore mes amis d'université que je parle souvent, donc j'hésite pas. Si par exemple j'ai une journée difficile, ben, je vais appeler une de mes amies et dire ah, c'était pas facile aujourd'hui, on dirait, je suis comme découragée. Je me suis pas sentie bonne là-dedans. Puis je vais beaucoup en supervision. Honnêtement, j'ai 3 Ouais. superviseurs différentes. J'ai un superviseur que je vais vraiment plus parler de mes cas en délinquance. OK. J'ai une superviseure que je vais parler beaucoup plus de mes cas, admettons, pour les victimes ou les traumas complexes. Puis j'ai un autre superviseur que je vais parler beaucoup plus de moi comme intervenante. Là. Donc, OK. moi, comment je me sens, par exemple, quand mes clients ne cheminent pas comme j'aimerais. Moi, comment je me sens dans telle situation. Donc, je vais, dans mes dépenses annuelles, je me prévois vraiment un bon montant en supervision parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien puis qui m'aide à me sentir moins seule puis qui me remet dans. Ça me remotive là, dans des Oui. moments peut-être plus difficiles, en fait. Et tu t'es vraiment très bien entourée, là. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis, honnêtement, le sentiment de solitude, je le ressens pas. Mais parce que je pense que je suis bien entourée, puis Oui. j'ai des bonnes superviseurs, un bon superviseur, j'ai des bonnes amies qui travaillent dans le même domaine puis qui vont m'appuyer quand que je vais en avoir besoin. Ah, c'est génial, ça. Puis comment est-ce que tu arrives à favoriser justement une bonne participation entre ta pratique puis les professionnels des différents milieux? C'est tellement une bonne question. Puis honnêtement, moi, je suis sur le conseil d'administration du RIMAS comme représentante de la pratique privée. Puis c'est quelque chose qui est super important pour moi parce que c'est vraiment quelque chose qui peut agir en complémentarité. C'est pas une compétition entre les autres milieux et la pratique privée. C'est vraiment 2 services qui peuvent coexister, qui peuvent être là ensemble. C'est important de comprendre que souvent, mais ça va être des clientèles différentes. Hein. Donc, en pratique privée, on va avoir des personnes qui peuvent se payer ce type de suivi-là. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas toute la clientèle. Puis, moi, je ne vais vraiment pas hésiter en pratique privée de référer à un organisme si je sens que le groupe est quelque chose de pertinent. OK. Par exemple, si j'ai un client en pratique privée qui est vraiment beaucoup dans la solitude, qui a des croyances vraiment erronées par rapport à ses délits sexuels, puis que je sens que l'intervention ne permet pas de cheminer à ce niveau-là, mais je vais référer parce que les groupes de traitement, ça a vraiment leur pertinence. C'est souligné dans les recherches et tout ça que c'est aidant. Donc, oui, je vais référer, mais des fois aussi, la pratique privée permet de réduire les listes d'attente aussi là, des organismes puis Oui. du réseau. Puis ça peut être aussi un certain entre-deux, dans le sens que des fois, les gens, ils vont être en attente, par exemple, dans un organisme communautaire, mais ils sentent le besoin là, d'avoir un suivi Ouais. vraiment maintenant. Donc, on peut les appuyer pendant cette période-là, puis on va clarifier ça avec eux, puis après ça, ils prendront leur décision à savoir, OK, est-ce qu'ils continuent en privé ou ils veulent aller à l'organisme communautaire ou dans le réseau. Puis moi, je vais les appuyer là-dedans, je vais les soutenir dans leurs décisions qu'ils vont prendre. Mais c'est vraiment important de comprendre que c'est vraiment c'est une complémentarité de services là, qui existe.
Donc, c'est ça. C'est ce que je fais. Puis, dans ma région où moi je pratique, il y a un organisme qui travaille avec les auteurs aussi. Donc, c'est pas rare que je vais référer parce que je vais me rendre OK. compte, ah, je pense vraiment que le groupe, ça serait bien là, pour ce monsieur-là. Donc, je vais lui en parler. Je vais dire, est-ce que vous connaissez telle ressource? Mais je pense vraiment que vous devriez faire une demande. Puis ça se peut que vous soyez sur les attentes pendant 6 mois, un an, mais faites une demande, puis ça va vous permettre de voir est-ce que ça serait quelque chose Oui. qui vous aiderait là. Donc, C'est de travailler en complémentarité, justement, avec les organismes. oui, et puis autant les organismes, des fois, ça va m'arriver de recevoir des demandes, par exemple, de quelqu'un qui a tout rempli, qui a tout complété le programme à l'organisme, qui a complété, mettons, le nombre de rencontres auxquelles il avait droit, mais qui a Mhm. encore des besoins. Donc, la personne va me le référer, puis moi, je vais continuer un peu le travail. Donc, ça peut vraiment être de part et d'autre, mais il faut comprendre Mhm. qu'on n'a pas la même clientèle. On n'offre pas les mêmes services. On a la même formation, les mêmes idées derrière la tête, dans le sens qu'on va aider la Mhm. personne à déterminer face à certains facteurs, mais la façon d'intervenir va être souvent différente. Puis, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Là. La personne a le choix de décider est-ce que je veux aller en privé, est-ce que je veux aller en communautaire, est-ce que je veux aller en institut. Donc, ça permet ça. C'est une belle offre de service quand même pour ceux qui cherchent de l'aide. Oui, il y a une belle offre de service. Malheureusement, il y a beaucoup de délais d'attente. Hein, Oui. puis les ressources, je dis les ressources, mais même en privé, comme moi, en ce moment, je ne prends plus de demandes de suivi. Je prends encore de demandes d'évaluation, mais pas de suivi. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de portes qui vont se refermer pour Mhm. parce qu'il y a des délais d'attente, il manque de professionnels qui sont Exactement. outillés là, à travailler avec la clientèle, mais il y en a quand même beaucoup. Puis on a un beau réseau de personnes formées puis de personnes qui sont motivées. Là. Mhm. Puis justement, étant donné que la demande est grandissante, mais que les professionnels sont moindres, il y a la formation en continu. De quelle façon est-ce que le praticien privé peut combler ce besoin-là ou une personne justement qui voudrait se spécialiser en délinquance sexuelle? Ben, je pense qu'il y a tellement de moyens. Là. C'est sûr qu'il faut le prévoir d'avance dans nos dépenses et tout ça. Mhm. Comme je l'ai dit, moi, tout ce qui est supervision, formation, c'est une grande partie de mes dépenses professionnelles. Mais j'aime vraiment ça, me former, puis ça me motive toujours face à mon travail aussi, puis ça me fait sentir plus solide dans ce que je fais. Oui, Mais je pense que c'est de s'inscrire sur des infolettres, c'est comme ça que ça s'appelle, hein? oui, Il y a le RIMAS qui offre à chaque année le colloque et tout ça, qui est une super belle façon de se former, qui va aussi offrir des formations là, quelques fois par année. Il y a oui. Forendia aussi qui va offrir des formations peut-être un peu plus sur les outils là, d'évaluation, mais qui sont très OK. pertinentes. Euh, Moi, un organisme que j'ai connu là, dans les dernières années, ça s'appelle Safer Society, c'est en anglais. Mais il y a vraiment des belles formations aussi pour les personnes, les intervenants qui vont travailler en délinquance. Il y a l'ATSA aussi. C'est for the Treatment and Prevention of Sexual Abuse. Oui, Donc, c'est un exactement. organisme international là, qui va vraiment se spécialiser, puis qu'à chaque année, ils ont un colloque ou un congrès là, de 3 jours. Puis il y a Mhm. l'ESPACE aussi, qui est une ressource internationale, mais francophone, pour tout ce qui est les violences sexuelles. Il y a tellement plein de façons de se former, mais je pense que c'est juste important de le faire. Puis Oui. important de pas. C'est pas toujours intuitif. Des fois, par exemple, je prends comme exemple l'empathie. On peut se dire, ah, ben ça va être important à travailler, ça va être important que la personne développe l'empathie. Ou par exemple, c'est important que la personne reconnaisse les faits qu'elle a fait, mais c'est pas prouvé dans les études que c'est associé au risque de récidive. Donc, des fois, c'est de se dire, OK, est-ce que j'ai vraiment le théorique derrière mon intervention, puis de comment Mhm. j'interviens avec cette personne-là. Donc, c'est important d'aller se former, de continuer la formation en continu, de garder l'esprit ouvert face au fait d'apprendre des nouvelles choses, face au fait de se remettre en question, de dire, ouais, cette intervention-là, c'était peut-être pas ma meilleure, puis Mhm. il faudrait peut-être que je me questionne à savoir comment je pourrais faire ça autrement. Donc, autant la supervision que les formations. Là. De rester humble dans sa pratique, justement, comme tu le dis, là, se remettre en question, c'est vraiment super important dans ce que vous faites, là.
Vraiment, vraiment. Puis c'est pas toujours facile, honnêtement, parce que des fois, ça peut Mhm. être comme ah ben voyons pourquoi j'ai fait ça, mais c'est comme ça qu'on s'améliore, puis c'est comme ça qu'on devient un meilleur intervenant, là. Exactement. Ce Mm. serait quoi, pour toi, les musts pour un passage en douceur, mais surtout pour la réussite d'un changement de pratique du milieu communautaire, public à la pratique privée? Ah, ouais, c'est une bonne question. Mais je redis un peu la même chose, mais je pense que c'est d'être bien entouré, puis de, de mettre des limites face aux suivis qu'on accepte. Donc, de ne pas accepter Mhm. des limites, d'accepter des suivis dans lesquels on se sent à l'aise, puis des limites face au type de clientèle là, qu'on accepte. Donc, si par exemple, moi, je ne suis pas à l'aise de travailler avec euh, où je suis pas à l'aise, où j'ai pas d'intérêt professionnel à travailler, par exemple, avec les gens qui ont des troubles érectiles, mais Mhm. de référer. Hein. Donc, de ne pas tout Oui. accepter parce que ça peut faire en sorte que ça va être difficile, puis ça peut être envahissant de dire, OK, là, il faut que je trouve des types d'intervention dans chaque problématique, mettons Mhm. sexologique. Donc, c'est ça. Mais je pense vraiment que ça revient au fait de s'entourer, puis de le prévoir d'avance un petit peu aussi, de prévoir d'avance, OK, financièrement, qu'est-ce que ça me prend? Euh, Au niveau de mes dépenses, à quoi ça peut ressembler? Donc, si j'ai telle dépense, combien j'ai besoin de recevoir? Combien j'ai Oui. besoin de clients j'ai besoin de voir par, mettons, semaine pour y arriver? Donc, de Mhm. prendre un plan d'affaires un petit peu là, financier. Puis en faisant ça aussi, ça permet aux praticiens, praticiennes de mettre justement un montant euh, que tu dois charger à ta clientèle, là, Mhm. d'établir justement une fiche de traitement, de prix de traitement. Oui, exactement. Puis ça, c'est sûr que souvent, ça se ressemble, là, souvent, Mhm. dans les montants que les gens ils vont charger. Mais de regarder tout ça, de regarder, OK, est-ce qu'il faut que je paye des taxes? Parce que, par exemple, si on est sexologue ou si on est sexologue, criminologue, psychoéducateur, donc nous, on doit charger les taxes, tandis que les OK. psychologues et les travailleurs sociaux ne doivent pas charger la taxe. Donc, toutes des OK. choses comme ça à penser, puis à se dire, OK, comment je vais rentrer ça dans mes finances et tout ça, quand Mhm. taxes, est-ce que je les rentre dans mon prix que je charge, je les ajoute, quel impact ça va avoir sur le montant que je vais faire. Donc, de regarder ça d'avance parce que sinon, ça peut être stressant, puis de vraiment se dire, OK, c'est quoi toutes mes dépenses que je vais avoir, là? Parce que oui, il Mhm. y a les dépenses, OK, il y a le bureau, il y a nos autres professionnels, il y a les formations, il y a la supervision, donc ça Oui. s'accumule. Là. Les gens ils disent souvent, ah, mon Dieu, c'est tellement payant être en pratique privée. C'est sûr que oui, oui, ça l'emmène des gains financiers, mais Oui. il y a beaucoup de dépenses, surtout si tu es en début de pratique puis que tu veux te former, tu veux aller en Mhm. supervision. Ça vient avec des frais là, qu'il faut débourser, puis c'est important de les prévoir. Et justement, ces modalités-là, ces frais-là, quelqu'un qui voudrait faire le passage en pratique privée, est-ce qu'il y a des endroits où ils peuvent trouver l'information, comme le paiement des taxes? Est-ce qu'il y a des endroits où ils peuvent s'informer pour justement être capable d'établir un budget? Ben, tantôt, j'avais parlé un petit peu de des formations qui sont offertes par l'OPQ, là, donc j'imagine qu'elles sont Mhm. offertes à tout. Non, c'était même pas l'OPQ. C'était un autre organisme. C'était une formation qui était offerte pour beaucoup de gens qui parlaient des dépenses comme travailleurs autonomes en OK. relation d'aide ou en psychothérapie. Donc, ça, c'était vraiment pertinent parce que ça permet de regarder ça ou sinon de faire affaire avec un comptable là, d'emblée, de dire OK, mais les comptables, ils savent aussi c'est quoi le genre de Mhm. dépenses selon ton travail et tout ça. OK. Sans faire des recherches sur Internet. Puis, moi, personnellement, je suis sur le réseau socio-professionnel en sexologie, puis il y a beaucoup de questions dans ce sens-là. Puis les gens, ils vont répondre, puis les gens, ils vont aider, puis c'est de l'entraide, puis c'est la Oui. collaboration. Donc, de ne pas hésiter non plus à les demander. Là. Comme moi, la première fois que j'ai payé mes taxes, j'avais aucune idée comment faire. Puis j'ai demandé à une amie, Mhm. qu'elle, elle le faisait déjà depuis quelques années. Elle m'a juste montré comment faire, puis c'est pas compliqué dans le fond quand tu le sais, mais c'est de ne Non, pas c'est ça. hésiter à aller demander. Là. Oui, il faut juste le savoir. Oui, exactement. C'est ça. On arrive déjà à la fin de notre entrevue. J'aurais aimé Oui. savoir s'il y avait des ressources, des offres de formation ou quoi que ce soit d'autre
qu'on n'a pas déjà parlé, puis que tu aimerais justement faire part à la communauté, puis peut-être les outiller, les pister à savoir où trouver ces choses-là? Écoute, j'ai l'impression que j'en ai dit pas mal, que j'ai pas mal dit ce que je connaissais, là, puis c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses, mais Oui. euh, ce que je connais, moi, je l'ai pas mal dit, fait que tu sais, je peux les renommer, mais il y a le RIMAS, la liste de superviseurs, puis c'est sûr que si quelqu'un, mettons, qui est en privé, ben, c'est peut-être utile d'aller chercher un superviseur qui est en privé aussi pour pouvoir poser d'autres types de questions à ton superviseur, par exemple sur ta prise de notes, sur le fonctionnement en privé. Donc, Mhm. le type de superviseur qu'on va aller rechercher. Donc, il y a ça, il y a plein de sites de formation qui peuvent avoir des formations spécialisées, mais Safer Society, il y a LATSA, il y a Forensia aussi. Puis s'impliquer dans des activités comme le RIMAS, là, font des midi-discussions, font des midi-présentations d'outils, donc d'aller chercher de Mhm. l'information là, puis de se mettre membre là, justement de ces organismes-là qui peuvent justement Exactement. nous aider dans la pratique en délinquance, qui peut être la pratique privée en fait, là, qui peut être assez Mhm. difficile parfois. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter qu'on n'aurait pas discuté, que ce soit tant sur la délinquance sexuelle, que ce soit sur la pratique privée? Mais juste que c'est tellement un beau métier. Puis, tu sais, travailler avec des auteurs d'infractions sexuelles, oui, ça peut être confrontant, mais c'est tellement aussi des beaux suivis qui permettent de, de voir que la personne achemine souvent. Puis, Mhm. en tout cas, je parle en privé, là, je sais que des fois, ça peut être plus difficile, mais c'est des beaux défis. Puis, il faut juste vraiment s'entourer quand on le fait. Euh, puis Croire être en ce sûr, qu'on fait. hein? Croire en ce qu'on fait aussi. Et croire en ce qu'on fait, puis croire que ça va avoir un impact, puis tout ça. Puis je reviens sur le fait aussi que c'est vraiment en complémentarité, là. Donc, dans un monde idéal, hein, il y aurait vraiment un entraide entre le communautaire, le privé, l'institutionnel et tout ça. Mhm. Je pense que c'est super important parce qu'on a tous une pertinence dans le traitement là, des personnes qui ont commis des délits. Euh, puis, c'est ça. Ouais. Ça C'est ferait pas certain. mal de tour. Super. Je te remercie beaucoup, Chloé, pour aujourd'hui. J'espère que ça va avoir permis à plusieurs personnes, justement, là, de prendre connaissance que la pratique privée, c'est pas nécessairement difficile, puis que justement, ça peut être quelque chose de très beau, puis de très gratifiant également. Oui, ben merci à toi de m'avoir reçu. Je suis super contente. Puis, en effet, la pratique privée, c'est vraiment, moi, j'adore ça. Puis, euh, tu sais, il en faut des gens qui font du privé, comme il faut des gens qui travaillent en communautaire et tout ça. Mais c'est vraiment, c'est une belle façon de travailler, là, qui permet une belle flexibilité, puis vraiment se sentir en contrôle sur ce qu'on fait, là. Oui, merci beaucoup. Pour ce qui est de toutes les ressources que Chloé a nommées aujourd'hui, je vais les mettre en commentaire de cet épisode. Donc, ça va être super facile pour tout le monde d'aller les rechercher puis les consulter. Donc, merci encore beaucoup, Chloé. Merci à toi. Bonne Au revoir. journée. Au revoir, bonne journée.